Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter la correction des exercices de travaux dirigés que vous deviez faire pour vendredi. Sachant que j'étais absent, c'est pour ça que je vous fais une correction sur Internet et surtout qu'on n'a pas de cours le 11 novembre. Il est nécessaire d'avancer un petit peu. Du coup, je vais vous donner cette correction-là par école directe et vous aurez aussi la possibilité de consulter la vidéo si besoin. Alors, sur le document, vous verrez qu'il y a pas mal de choses. Ça, c'est tout ce qui est TP. Et ici, vous aviez également ce que je voulais vous montrer concernant les courts-circuits. Donc, vous pourrez également consulter ce document-là. Donc, pour rappel, les courts-circuits, c'est lorsque vous avez une situation où un dipôle est, est esquivé à l'aide d'un fil et que du coup, le courant électrique peut passer par un autre chemin en esquivant un dipôle. Alors, soit ce dipôle-là se retrouve éteint lorsqu'on est en série qui a deux dipôles, donc comme sur les premiers schémas, soit si vous êtes en dérivation où il n'y a que deux dipôles, et bien vous vous retrouvez dans une situation où plus aucun des dipôles n'est allumé, puisqu'il y a un chemin qui est beaucoup plus facile pour l'électricité, puisqu'il n'y a aucun dipôle qui peut lui permettre de rejoindre les bornes plus et moins sans passer par le dipôle. Et là, on est dans une situation dangereuse. Mais je vous laisse lire ça, et puis de toute façon, on en a déjà discuté en classe. Alors, là, je vais faire la correction des exercices, sachant qu'ils étaient séparés suivant qu'on s'intéressait à, à la partie intensité ou à la partie justement tension. Dans ce premier exercice, on vous demandait de classer les différents types de schémas électriques entre dérivation et série. Alors, un schéma en série, normalement, vous ne posez pas de questions. Si vous pouvez relier avec votre doigt le plus et le moins en traversant le circuit et que vous n'esquivez aucun dipôle, eh bien ça veut dire que vous êtes en série. Ici, par exemple, je peux passer là, 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 j'ai esquivé aucun dipôle. Alors qu'ici, je passe par là, 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 j'ai esquivé ce dipôle-là, donc je suis en dérivation. Donc là, on a 4 schémas en dérivation, 2 schémas en série. Et pour ce qui est des schémas identiques, eh bien, il fallait juste repérer que ce schéma-là et ce schéma-là, finalement, ils sont pareils. C'est pas parce que l'ordre des dipôles dessinés est différent qu'on n'a pas de situation identique, puisqu'on a deux lampes en dérivation l'une par rapport à l'autre, avec une pile, et c'est exactement ce qu'on observe ici. Sur l'exercice 18, on vous demandait de retrouver une situation où on pouvait contrôler les deux éléments grâce aux interrupteurs, donc les deux dipôles, le moteur et la lampe. Et là, je vous ai donné une correction un peu complète pour vous expliquer ce qui se passe. Dans le premier schéma, en fait, on ne contrôle absolument pas indépendamment le moteur et la lampe, puisque si j'ouvre un des interrupteurs, dans tous les cas, les deux s'arrêtent de fonctionner. Par ailleurs, si j'ai au moins un interrupteur de levé, plus rien ne marche. Dans le schéma numéro 2 qui était le bon, eh bien si j'ai l'interrupteur 1 qui se lève, le moteur s'arrête, enfin qui est ouvert. Si c'est l'interrupteur 2 qui est ouvert, donc celui qui est le plus bas, c'est la lampe qui sera éteinte. Et du coup, je peux soit avoir tout qui fonctionne, soit ne faire marcher qu'un des deux, soit ne rien faire marcher. Là, j'ai le choix. Et sur le dernier schéma, finalement, ça ressemblait un peu à ce qu'on voyait en A. La seule différence, c'était qu'on était en dérivation en A et là, on était en série. Mais globalement, c'est la même idée. Du moment où je lève, enfin, j'ouvre un interrupteur, il n'y a plus rien qui va marcher, qu'il y en ait deux ou pas. Alors, l'exercice du commutateur, j'ai bien vu qu'il en avait embêté certains d'entre vous. Eh bien, ici, il fallait comprendre qu'un commutateur, c'est comme un interrupteur, mais qui en fait n'était jamais vraiment ouvert. C'est-à-dire qu'il était toujours en position de se connecter à une partie métallique conductrice qui, même si elle n'était pas forcément, elle, reliée à quelque chose, eh bien en tout cas, il n'était jamais en position intermédiaire. Vous voyez, il n'y a pas de position au milieu. C'est soit il touche, on va dire, 1, soit il touche 2. Donc c'est ça qu'on appelle un commutateur. Alors qu'ici, on avait, justement un interrupteur, donc l'interrupteur est soit ouvert, soit fermé. D'ailleurs, j'ai commencé par corriger le 22,
plutôt que le 20, mais c'est pas très grave, on va faire dans cet ordre-là. Alors, pour le cas du commutateur, il y a deux situations où le commutateur permet de faire marcher la lampe, c'est-à-dire quand les deux interrupteurs sont sur la position 1 ou si les deux sont sur la position 2. C'est-à-dire si j'ai 1 et 2 ici, ça ne marche plus puisque la continuité, si je pars du plus vers le moins, vous voyez, là je peux passer mon courant, mon courant va traverser l'entièreté du circuit. Alors si là j'ai ça et que ici mon commutateur est sur la position 2, bah, ça va s'arrêter et du coup je ne vais pas pouvoir boucler mon courant. Donc je vais avoir deux situations où le courant va passer, 1,1 et 2,2, et je vais avoir deux situations comparables où ça ne va pas passer, 1,2 et 2,1. Alors, l'intérêt de ces installations, imaginez que vous êtes dans une pièce, vous avez un interrupteur dans votre chambre, à côté de votre lit, et vous en avez un à l'entrée de votre chambre. Et bien en fait, quand votre interrupteur quand votre lampe est éteinte, c'est-à-dire que vous êtes forcément, quel que soit l'ordre, dans une situation en 1, 2. D'accord? Et quand vous êtes sur votre lit et que vous voulez allumer la lumière, bien, si votre commutateur était sur 1, bah, vous allez basculer en 2. Et comme vous étiez éteint, ça veut dire forcément l'interrupteur de l'entrée de votre chambre était lui aussi sur 2. Du coup, vous allez pouvoir allumer en étant sur 2,2 depuis votre lit. Et si vous sortez de votre chambre, eh bien, vous n'avez qu'à appuyer sur l'interrupteur et celui-là va passer de 2 à 1 et du coup, vous allez vous retrouver encore une fois dans une situation où c'est éteint. Donc en fait, vous avez la possibilité, grâce au commutateur, de contrôler comment dire, une ampoule, une lampe, à partir de deux points, sans que on soit dans la même situation que dans le schéma précédent, c'est-à-dire ici, où si vous avez un des interrupteurs qui est ouvert, en tout cas, dans tous les cas, l'autre ne sert plus à rien, puisque vous avez besoin d'avoir les deux interrupteurs fermés pour que ça marche. Alors que là, finalement, vous avez ce choix de bascule qui est possible. Alors du coup, j'en reviens à l'exercice 20. Alors dans l'exercice 20, donc vous aviez un schéma avec deux lampes en dérivation et deux interrupteurs. Et c'était l'exercice qui portait sur les feux de route et le code. On vous présentait l'interrupteur A, qui lui était dans la boucle principale, c'est-à-dire qui était dans la boucle du dipôle générateur, donc qui reliait le plus au moins. Et vous aviez l'interrupteur B, qui était dans la boucle secondaire, donc euh, qui était dans la boucle où il y avait la lampe L2. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que si vous aviez A d'ouvert, dans tous les cas, ni L1 ni L2 ne pouvaient fonctionner, puisque A était dans la boucle principale. Par contre, si A était fermé, vous aviez forcément 1 qui était allumé, forcément, vous n'aviez pas le choix. Par contre, L2, pardon, pouvait soit être allumée ou éteinte, suivant que B était ouvert ou fermé. Si B est ouvert, bien, si A est fermé, L2 ne fonctionnera pas, et si A et B sont fermés, eh bien L2 fonctionnera. Par contre, si A est ouvert et B est fermé, ça ne fonctionnera pas. Du coup, on vous demandait à quelle lampe correspondait le code, puisqu'on vous montrait une situation où vous aviez une première lampe qui s'allumait, puis une deuxième sur les feux de route. Et bien en fait, la première lampe c'est L1, donc le code correspond au L1, et les feux de route correspondent à B. Voilà. Là, on va passer sur la partie, on va dire, qui touche euh, au, euh, aux lois de l'intensité. Alors, finalement, on n'a pas fait grand-chose sur, comment dire, sur l'addition, enfin sur les lois d'addition de la tension, mais on va expliquer certaines choses ici. Vous allez voir, tout est détaillé. La première partie, donc, elle a pour intérêt de vous rappeler les schémas et ce que c'est que des circuits en série et en dérivation. Alors ici, vous avez une situation où on vous demande d'identifier des courts-circuits. Alors, moi je les ai encadrés, j'ai repris tous les schémas. Je reprends la définition, il y a deux types de court-circuits. Un court-circuit quand on esquive un dipôle avec un fil électrique, où celui-ci du coup arrête de fonctionner, mais du coup on va avoir une tension électrique qui va être redistribuée sur les autres dipôles si c'est un montage en série.
Donc là, en l'occurrence, le moteur va prendre plus de tension à cause de la dérivation qui est là. Donc c'est ni plus ni moins une dérivation sans dipôle, donc c'est un court-circuit. Ici, on a une situation qui est complètement comparable, sauf qu'on a une résistance et une lampe au lieu d'un moteur et une résistance. Et là, par contre, on a quelque chose qui évite les deux dipôles. Donc là, on a comme une dérivation sans dipôle, et là, on a la possibilité d'éviter tout dipôle pour passer du plus au moins, et on est dans une situation extrêmement dangereuse qui peut amener à une surintensité. Donc le cas D est spécifique parce que on relie plus au moins sans passer par un dipôle, alors que là, en A et en E, on maintient la possibilité de passer par un dipôle. Exercice numéro 15, on vous demandait d'identifier certaines situations avec deux situations de court-circuit. On vous disait circuit en dérivation, donc là, vous voyez bien que c'est en dérivation, puisqu'on a cette lampe-là et cette lampe-là qui ne sont pas dans la même boucle. Je pars du fil, je vais dans la lampe, je repars ici, et vous voyez que j'ai esquivé cette boucle-là. Donc on est bon. Là, on a un fil qui passe ici. Et en fait, c'est une nouvelle boucle qui va permettre de faire une dérivation. Ici, la même chose en L2. Donc on a vraiment exactement le même schéma, sauf qu'on a mis le fil ici. Donc c'est L2 qui va être esquivé. Et là, dans les deux cas, la lumière ne s'allume pas, puisqu'on a la possibilité, si je vais du plus, voyez, je prends mon fil, je vais là, je vais par ma dérivation, je reviens là, là, je ne suis passé par aucune ampoule. Donc ça, c'est une situation très dangereuse. Un circuit en série, c'est quand on peut passer du plus au moins en passant par tous les dipôles, si on ne prend pas en compte les courts-circuits. Donc en série, je fais du plus, vous voyez, je vais là, la lampe, ici, deuxième lampe, je vais là. Là, en l'occurrence, il y a une dérivation. Donc la dérivation, un court-circuit, pardon. Donc ici, on a une lampe qui brille fort, et ici, pas du tout, parce qu'on l'a esquivé. Donc on a L1 qui est court-circuité. Ici, on a L1 et L2 qui sont court-circuités. En fait, vous voyez que si je suis mon plus et je passe par là, j'ai la possibilité de prendre ce fil-là, d'esquiver les deux lampes, et donc on va se retrouver dans une situation aussi dangereuse que c'est. Voilà. Exercice 17. Alors l'exercice 17, il traitait des tensions électriques sur, sur un volet qui devait vous permettre de comprendre comment les principales lois de l'électricité au niveau des tensions. Alors, au niveau des tensions électriques, on vous montrait un premier schéma ici en bas à gauche où on avait quelque chose qui pouvait sembler assez compliqué. On a un générateur, on a un voltmètre, on a une résistance dans la boucle principale, on a un moteur dans la boucle principale et on a également une lampe en boucle principale. Comme il n'y a pas de boucle secondaire à proprement parler, on peut dire qu'on est dans un schéma en série. Donc là, c'est les lois du circuit en série qui vont s'appliquer. Et si on observe un petit peu ce qui se passe, on vous demandait, donc on disait, on a une tension qui, comment dire, c'est- on vous demandait la tension aux bornes de l'interrupteur de mémoire. Et, euh, et en fait, si vous avez le générateur qui est allumé et que votre interrupteur est ouvert, il y aura toujours une tension, c'est celle du générateur. C'est aussi bête que ça, puisqu'en fait, vous considérez que c'est comme si vous preniez directement aux bornes de la tension, aux bornes du générateur. Donc si vous avez un générateur alimenté en 12 volts, il sera en 12 volts. Par contre, si l'interrupteur est fermé, eh bien, vous n'aurez aucune tension électrique. Ensuite, on vous parle d'une tension euh, on est toujours sur le 12 volts. Je réfléchis. Ouais, non, en fait, c'était à peu près tout sur celui-là. Euh, je réfléchis s'il y avait autre chose à vous dire. Donc, U1, c'est toujours 12 volts. Ouais, il y avait rien d'autre à dire. Alors, les autres schémas. Donc, on avait un schéma qui était avec beaucoup de dérivations, le A, et le B qui était un peu particulier. Alors, on vous demandait si l'interrupteur est fermé, UK sera égal à 0. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais.
c'est d'ailleurs, je vous dis une bêtise, c'est pas le même schéma. Je suis désolé, j'ai une bêtise. Les schémas, c'est ceux du 19. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'interrupteur est fermé, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Et ensuite, on vous demandait d'identifier finalement les tensions que vous pouviez observer sur certains dipôles dans ce premier schéma à gauche. Donc, on va appliquer la loi d'additivité des tensions avec UG égale UL plus UM plus UR, c'est-à-dire lampe, moteur et résistance. Et on vous dit, comme on a UG égale à 12, bah en fait, la somme de tout ça, c'est égal à 12. Et on vous indiquait aussi les tensions de certains dipôles. Et bah là, il fallait, pour découvrir la tension au bord de la lampe, il fallait juste faire une soustraction de ce qu'il y avait à la résistance et au moteur. Donc on avait 2,2 et 3,7. Donc vous additionnez les deux et vous soustrayez ça à 12. Et vous obtenez 6,1. Et là, vous avez une application toute bête de la loi d'additivité des tensions. Ensuite, on vous parlait de la loi, comment dire, on parlait d'un système où tout était en dérivation. Donc là, on était, comment dire, sur les circuits A et B. Alors le schéma A s'applique sur la première partie et le B, ça sera pour la suite. Alors on vous demandait ici d'identifier la tension de R2, sachant qu'on vous disait que la tension au bord du générateur, elle était de 6 volts. Et la règle qu'on applique dans un circuit en dérivation, c'est quand vous avez une boucle, enfin plusieurs boucles secondaires, et bien au niveau du générateur, la tension que vous observez est égale à celle que vous pouvez observer dans les boucles secondaires s'il n'y a qu'un seul dipôle. Donc là, R1 et R2, ils sont isolés dans des boucles secondaires, donc la tension UG s'appliquera sur R1 et R2, donc vous aurez 6 volts. Donc c'est les réponses au A et au B. Ensuite, on vous demandait pour L1 et L2. Alors là, ça changeait quelque peu, puisqu'on avait deux dipôles au sein d'une même boucle. Donc là, c'était les règles qui s'appliquent dans un circuit en série, puisque L1 et L2 sont en série l'une par rapport à l'autre. Donc, vous aviez quand même l'idée qu'il y a 6 volts qui vont être délivrés par le générateur, sauf que là, vous allez appliquer encore une fois la loi d'additivité des tensions. Donc, UG égale UL1 plus UL2, et on aura 6 volts. Ensuite, on vous demandait, comment dire, on vous demandait d'identifier pour le circuit B le même genre de choses, sachant qu'on avait deux dipôles en série dans la boucle principale et on avait dans cette boucle principale une dérivation avec comment dire, une lampe L1 et L2. Pardon. Du coup, on vous demandait, c'est les tensions de L1 et L2, quelles vont-elles être? Eh bien, en fait, comme elles sont en dérivation l'une par rapport à l'autre, par rapport à la boucle principale, U de L1 sera égal à U de L2, même si les deux lampes sont différentes. Dans tous les cas, elles ressembleront la même tension, suivant cette loi de répartition des tensions. Cependant, il y avait quelque chose qui était un peu dur dans cet exercice, c'était ce que je vais vous présenter là. On vous demandait d'identifier, comment dire, les tensions que vous alliez observer justement sur L1 et L2, sachant qu'on vous donnait certaines informations. UR, c'était égal à, comment dire, c'était égal à 2, UM, c'était égal à 6, et on vous demandait, alors je ne sais plus dans quel sens c'était, de retrouver, je crois, la tension des lampes, sachant que vous aviez un générateur qui délivrait 9 volts. Ben, en fait, là, euh, ça pouvait paraître surprenant, mais donc il fallait considérer L1 et L2 comme une seule et même lampe, parce qu'elles étaient en dérivation. Donc, en fait, vous aviez un nœud qui apparaissait ici, et en fait, il fallait, comme celle-là et celle-là avaient la même tension, mais que les tensions ne se divisaient pas, donc si vous aviez, s'il y a 2 ici, 6 là, et comme vous aviez 9, c'est 2 plus 1 au global, plus 6, ça faisait bien 9, et voilà. Bon, j'espère que les choses seront claires pour vous, et je vous souhaite bon courage.